Cuba plongé dans l'obscurité totale. Le réseau électrique s'effondre sous le poids du blocus américain, des millions de personnes privées d'électricité. 11 millions d'habitants plongés dans le noir, sans lumière, sans réfrigérateur, sans respirateur, sans eau courante, sans aucun moyen de communication. 11 millions de personnes sur une île à peine à 150 km des côtes de la nation la plus puissante de la planète. Et cette nation puissante, les États-Unis d'Amérique sous Donald Trump, leur a littéralement coupé le courant. Pas au sens figuré, littéralement. Bienvenue dans le monde caché. Le 16 mars 2026, le réseau électrique cubain s'effondre complètement. Pas partiellement, pas quelques quartiers de la Havane seulement, mais toute l'île d'est en ouest, du nord au sud. 29 heures de blackout total. 29 heures où les hôpitaux doivent fonctionner sans générateur ou, parfois, ne peuvent tout simplement pas fonctionner. Opération annulée, patients en dialyse privés de machines, respirateurs inactifs, écoles fermées. Les aliments pourrissent sous la chaleur caribéenne, les chaînes du froid s'effondrent. Les personnes âgées restent seules dans leurs appartements, impuissantes. Les bébés hurlent dans l'obscurité. Et tout cela, et c'est le point crucial, non pas à cause d'un ouragan, ni d'un tremblement de terre, ni d'une catastrophe naturelle, mais à cause d'une décision politique délibérée à Washington, D.C. Depuis février 2026, les États-Unis bloquent systématiquement tous les pétroliers se dirigeant vers Cuba. Tous, sans exception. La marine américaine intercepte les navires en haute mer, les fait faire demi-tour ou les saisit. Cuba n'a reçu aucun pétrole depuis plus de 3 mois. 3 mois sans carburant pour un pays dépendant à presque 100% des importations de pétrole. Le président Díaz-Canel l'a confirmé lui-même le 13 mars. Le pays fonctionne avec seulement 40% de sa consommation habituelle. Imaginez un instant. Votre réservoir n'est pas à moitié vide. Il est bien plus que ça. Et la station-service la plus proche, fermée. Pour toujours. Le Venezuela, fournisseur traditionnel de Cuba, proposait du pétrole bon marché en échange de médecins cubains. Un accord qui a duré des décennies. Mais l'administration Trump a exercé une pression énorme sur Caracas pour qu'aucun pétrolier vénézuélien n'atteigne la Havane. Et comme si cela ne suffisait pas, Washington a lancé une menace claire. Tout pays dans le monde fournissant du pétrole à Cuba sera frappé de taxes. Peu importe qu'il s'agisse de la Chine, de la Russie, du Mexique ou d'un autre pays. Ce ne sont pas des sanctions, c'est un siège médiéval au 21e siècle, contre un pays de 11 millions de personnes, militairement aussi menaçant qu'un poisson rouge face à un requin blanc. Le président cubain Díaz-Canel s'est présenté devant les caméras et a déclaré « Une résistance inflexible à toute tentative de prendre notre île. » Des mots courageux, fiers, mais les mots ne chauffent pas un appartement. Les mots ne font pas cuire un repas. Les mots ne maintiennent pas un pacemaker en fonctionnement. La réalité est brutale. Cuba meurt lentement, silencieusement, sans caméra, sans gros titres. Le monde regarde l'Iran, Israël, Taïwan,
tandis que Cuba disparaît dans l'obscurité, au sens propre. Des pourparlers diplomatiques entre Cuba et les États-Unis ont bien eu lieu en mars 2026. Mais que peut-il en sortir ? Trump a été clair. Changement de régime. Le gouvernement cubain dehors, un gouvernement pro-américain dedans. Casinos et hôtels pour les investisseurs américains. C'est le plan. C'était le plan depuis 60 ans, depuis la baie des cochons en 1961. Seules les méthodes ont changé. Plus d'invasions, plus d'attentats de la CIA contre Fidel Castro. À la place, on étrangle le pays économiquement jusqu'à ce qu'il s'effondre. Plus élégant, plus propre, invisible, mais tout aussi mortel. Et que racontent les médias français ou allemands? Une note en bas de page. Coupure d'électricité à Cuba. Oh, les pauvres! 3 lignes en page 14, entre la météo et une recette de cuisine. Aucune analyse, aucun contexte, aucune question dérangeante. Car la question dérangeante serait: si les États-Unis peuvent faire ça à Cuba, à un pays à 150 km de leur côte, qui vous dit qu'ils ne peuvent pas le faire à n'importe quel autre pays? Un pays qui ne se soumet pas. Un pays qui a sa propre opinion. Un pays comme, disons, hypothétiquement, la France ou l'Allemagne. Petit avertissement en passant. Notre portée médiatique est limitée. Si ce sujet vous semble important, partagez-le, commentez, réagissez. Et là, ça devient vraiment inquiétant, car l'Allemagne dépend tout autant des importations d'énergie que Cuba. D'accord, pas dans des proportions aussi extrêmes, mais 95% du pétrole allemand vient de l'étranger. 95%. La différence entre Cuba et l'Allemagne n'est pas la dépendance. La différence, c'est le prix. Cuba ne peut pas se permettre d'acheter du pétrole. L'Allemagne le peut, pour l'instant. Mais pour combien de temps encore? À 110 $ le baril, avec une inflation qui grimpe et une économie sur le fil du rasoir. 110 $ le baril. Le détroit d'Ormuz est bloqué. Le pétrole russe coule vers l'Asie plutôt que vers l'Europe, à des prix premium, car la demande explose à cause du blocage. Le pétrole de la mer du Nord, norvégien ou britannique, ne suffit pas pour toute l'Europe. Et les énergies renouvelables? Par une soirée d'hiver sans vent et couverte, elles produisent à peine autant qu'une roue de hamster. Pas de vent, pas de soleil, pas d'électricité. C'est aussi simple que ça. L'Institut IFO de Munich, pas exactement un repère d'alarmisme, a calculé que si les prix de l'énergie restent à ce niveau, la croissance économique allemande tombe à 0,6%. 0,6. Ce n'est pas de la croissance, c'est une mauvaise blague. Mais c'est le scénario optimiste. Le pessimiste? Récession. Une vraie récession. Dure, avec fermeture d'entreprises, licenciements massifs, chômage qui grimpe, et alors, l'Allemagne aussi verrait ses lumières s'éteindre. Peut-être pas aussi dramatiquement qu'à Cuba. Nous avons encore quelques centrales au charbon et des réserves de gaz, mais la direction est la même. Et personne ne mesure la vitesse à laquelle tout peut basculer. Cuba montre une chose très clairement. À quelle vitesse une société s'effondre quand l'énergie disparaît. 29 heures de blackout et le système s'effondre. Pas en semaine, pas en jours, en heures. Les hôpitaux ne peuvent plus opérer. Les stations de pompage ne peuvent plus faire circuler l'eau. Dans les villes modernes, l'eau ne sort pas du puits. Elle vient de pompes électriques. Les supermarchés ne peuvent rien réfrigérer.
Les stations-service ne peuvent rien distribuer. Les pompes ont besoin d'électricité. Les feux de circulation s'éteignent, la circulation s'effondre. Les réseaux mobiles tombent après quelques heures quand les batteries de secours des antennes s'épuisent. La communication s'effondre et alors règne le chaos, le vrai chaos, sans filtre. L'Allemagne n'a aucun plan efficace pour gérer un blackout. Aucun. Depuis des années, l'Office fédéral de protection de la population recommande de pouvoir subvenir à ses besoins pendant au moins 72 heures. Eau, nourriture, médicaments, argent liquide, lampe de poche, radio à pile. Combien d'Allemands ont réellement ces provisions? 5%? 10%? La plupart n'ont même pas d'argent liquide chez eux. Tout est sans contact, tout est digital, tout dépend de l'électricité. Nous vivons dans une société dépendante de l'électricité comme un plongeur dépend de son oxygène. Et nous n'avons ni réservoir de secours, ni plan B, ni stratégie d'urgence digne de ce nom. Aucun plan chez Merz, aucun chez les Verts, aucun chez le SPD. Les seuls à parler régulièrement et concrètement de sécurité énergétique et de souveraineté d'approvisionnement sont, vous l'aurez deviné, l'AfD. Remettre le nucléaire en réseau pour assurer la base, augmenter les réserves stratégiques de pétrole plutôt que les réduire, diversifier les chaînes d'approvisionnement sur 10 sources au lieu de 3, réduire la dépendance à des régions politiquement instables, ce ne sont pas des revendications radicales, c'est la base de la politique énergétique. Le Japon le fait, la Corée du Sud le fait, tous les pays sensés le font, sauf l'Allemagne. L'Allemagne espère, et l'espoir n'est pas une stratégie. L'espoir, c'est ce qu'il reste quand on n'a pas de stratégie. Cuba nous montre un avenir possible. Espérons que ce ne sera pas le nôtre, mais un avenir plus proche qu'on ne veut le croire. Un avenir où l'énergie devient une arme, où des pays entiers sont pris en otage, où des millions de personnes restent dans le noir parce qu'un politicien à des milliers de kilomètres appuie sur un bouton. 11 millions de Cubains savent maintenant ce que ça fait, et ce n'est pas agréable. Petite pause. Vous savez qui se prépare sérieusement aux crises en ce moment? Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises. Tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si vous ne voulez pas être encore une fois le dernier prévenu, regardez les liens dans la description. Le système de préparation aux crises vous montre comment vous protéger comme un professionnel. Alors, faites-moi une faveur. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et oui, procurez-vous une lampe de poche et quelques conserves. Sérieusement, pas parce que la lumière s'éteindra demain, mais parce qu'il vaut mieux être préparé sans avoir besoin de s'en servir que d'être pris au dépourvu. Et si quelqu'un demande pourquoi, montrez-lui cette vidéo. Ce qui se passe à Cuba n'est pas un problème cubain. C'est un signal d'alerte pour nous tous. Caché, parce que la vérité ne se raconte pas toute seule.